Cette année, donc, Hubert, qui s'intéresse toujours à la géopolitique, évidemment, a publié 2 livres. Le premier, c'était en début d'année chez Perrin. En fait, il a plutôt dirigé l'édition de cet ouvrage, qui est une somme, qui est considérée par les spécialistes comme une référence déjà, quelques mois après sa parution. Et il s'agit donc de grands diplomates. Autrement dit, je reprends le sous-titre, les maîtres des relations internationales de Mazarin à nos jours, donc aux éditions Perrin. Et il a sorti aussi un livre qui est beaucoup plus petit, mais je dirais personnel, celui-là très personnel, presque intime, même totalement intime, consacré à Camus. Camus, notre rempart, chez Plomb. Pour Hubert Védrine, Albert Camus incarne une éthique de vie à laquelle il est resté fidèle. Il nous dira pourquoi. Ensuite, évidemment, vu ce que représente Hubert Védrine, qui est l'une des voix les plus écoutées en France, il jettera un regard sur la situation politique française, nationale et internationale. Voilà, je ne vais pas être plus long. Merci à tous d'être présents. Je cède la parole à Hubert. On a choisi ensemble une vingtaine de personnalités sur 4 siècles. Et en gros, c'est l'époque où c'est l'Europe qui gouverne le monde. Bien ou mal, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, c'est l'Europe qui compte. Donc il y a plein de personnages, mais il n'y a pas que des Français. Il y a évidemment Mazarin, Choiseul, Vergennes, Talleyrand, Briand, Louis Barthou. Mais il y a aussi des personnages, des Anglais, comme William Pitt, des Autrichiens comme Kaunitz, des Allemands comme Bismarck, Prussien. Et donc il y a une galerie. Et on arrive quand même au XXe, XXIe siècle. Pour être plus complet, on a mis un soviétique, Molotov, et on a mis un russe, Lavrov. Alors que les gens n'aiment pas Lavrov, mais c'est pas un tableau des amis. C'est pas un tableau d'honneur, c'est une réflexion sur comment le monde fonctionne en vrai. Et on a mis aussi Kofi Annan et Boutros Ghali. Bon, les secrétaires généraux des Nations Unies n'ont aucun pouvoir, en fait, sauf le pouvoir de faire des discours. Un peu comme le pape, vous voyez. Mais quand les membres permanents, par hasard, sont d'accord, ils ont un pouvoir. Et c'est intéressant de voir comment ces 2 personnages très très subtils ont réussi à manœuvrer. Alors les vraies puissances, c'est pas ça. Les vraies puissances, c'est États-Unis, Chine, Russie, France, Allemagne, etc. Il y a un Chinois, Chou En-lai, et il n'y a pas de Chinois plus récent. Mais on ne met pas les présidents, il n'y a pas Mao, il n'y a pas Xi Jinping, parce qu'il n'y a pas de ministre chinois qui soit resté assez longtemps pour qu'on puisse faire le portrait. Ils ont changé tous les ans. D'ailleurs, en Chine, c'est spécial parce que ils ont un système où il y a les ministres et au-dessus, il y a les conseillers d'État. Alors, c'est pas comme chez nous, c'est les membres du Parti communiste qui gouvernent les ministres. Donc moi, j'en ai connu un qui était là pendant 4 ministres. Le conseiller d'État, un tout petit bonhomme, originaire d'une minorité, qui s'appelait Dai Bingguo, très malin. Et il a continué à m'inviter tous les 2 ans, après, quand j'étais plus ministre. Et il m'invitait pour discuter. D'ailleurs, une fois, je me suis trouvé là-bas, en même temps que Kissinger. Il y a le portrait de Kissinger, forcément. J'ai dit, mais vous êtes gentil de m'inviter, je vous remercie beaucoup, blablabla. Mais pourquoi vous m'invitez? Eh bien, je vous invite parce que, évidemment, vous êtes en déclin. Vous êtes en déclin, vous les Occidentaux, bientôt on sera au premier rang et vous serez relégués en 2e catégorie. Mais il n'empêche que, dans la période intermédiaire, c'est très intéressant de parler avec des gens comme vous, qui avaient une énorme expérience sur plein de trucs. Mais ça commençait par vous êtes en déclin. Et la Chine va redevenir numéro 1. Comme en l'an 1000, ce qui est idiot d'ailleurs, parce qu'en l'an 1000, il n'y a pas de monde global. Et donc les différents empires se fichent totalement de ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Donc il y a Chou En-lai, mais il n'y a pas après. Et il y a évidemment Kissinger, Brzezinski, des gens comme ça. Bon, alors vous verrez les portraits, c'est des auteurs historiens. Alors, il y a mon copain Gérard Inger aussi, sur Aristide de Briand. Donc, c'est des auteurs périns, donc des grands historiens en général, c'est très intéressant. Et pourquoi ça a un lien avec aujourd'hui? Alors, la plupart des gens qui lisent, les gens lisent moins, c'est dommage,
tant pis pour eux, mais bon, les gens qui lisent aiment l'histoire en France. Mais ce n'est pas que historique. Quel est le lien? Quand l'Union soviétique s'est effondrée il y a une trentaine d'années, les Américains par triomphalisme et les Européens par idéalisme un peu gnangnan mais sympathique ont dit on est entré dans la communauté internationale. Vous vous rappelez? Un terme qu'on emploie tout le temps, alors qu'il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas de communauté. Vous ne vous sentez pas en communauté avec Netanyahou, avec les islamistes ou avec Poutine. Donc c'est une illusion, une espérance. Donc on est obligé de... Si on veut comprendre les clés du monde, il faut aller plus loin. On n'est pas dans la guerre froide non plus. Même s'il y a un aspect guerre froide, enfin Occident, Russie, Chine, États-Unis, etc. On n'est pas dans la guerre froide, où le système mondial était assez simple. Il y avait le bloc occidental autour des États-Unis, le bloc soviétique et le tiers-monde, le troisième monde, qui voulait essayer d'échapper au jeu entre les deux, ce qu'on appelle aujourd'hui les émergents. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, parce que l'Occident global n'est pas uni, le Sud global n'est pas uni, que l'affaire d'Ukraine se terminera inévitablement par un compromis tordu, ce qui choque les Européens aujourd'hui, mais c'est le scénario le moins invraisemblable, et qu'entre Chine et États-Unis, la guerre n'est pas sûre, mais c'est une possibilité, et il y a plein de pays en Asie qui ne veulent pas être du côté chinois, mais ni du côté américain. Vous savez, les pays comme la Thaïlande, l'Indonésie, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Et quant aux Africains, ils essaient de jouer leurs propres atouts, bien sûr. Donc c'est beaucoup moins net que pendant la guerre froide. En plus, il y a 200 pays. Au début des Nations Unies, qui ne sont pas unies, c'est intermédiaire. Bon. Au début, il y en avait 49. Aujourd'hui, il y en a 50. Maintenant, il y en a 200. Donc, si vous voulez comprendre quelque chose au fonctionnement du monde actuel, ça ne sert à rien de vous reporter à la guerre froide. Il faut abandonner les schémas sympathiques mais trop simplistes des 30 dernières années. Et il faut vous reporter à la façon dont les dirigeants mondiaux de l'époque géraient les relations, en essayant de trouver l'équilibre des forces. Mais l'équilibre des forces, c'est un autre concept que communauté internationale, sécurité collective, valeurs universelles, blablabla, c'est autre chose. C'est l'équilibre des forces. C'est des raisonnements rustiques, du genre Churchill et Roosevelt avaient conclu que pour battre Hitler, il fallait s'allier avec Staline. Aujourd'hui, dans l'époque moraliste post-moderne, ça paraît inimaginable. À l'époque, Staline avait tué plus de gens qu'Hitler. Et Mao a tué plus de gens que Staline, d'ailleurs. Vous voyez, on a du mal, après 30 ans de moralisme gnangnan, on a du mal à retomber là-dessus. Mais donc, je trouve que je ne dis pas qu'il faut approuver la politique de tous ces personnages. Hein. Il y en a qui sont effrayants, il y en a qui ont échoué. Mais il faut comprendre comment ils essaient de maintenir une sorte d'équilibre. Et il faut prendre le 17e, le 18e, le 19e, le début du 20e. Évidemment, on espère mieux. Parce qu'on espère qu'à la longue, on va la recréer, les communautés internationales. Et moi, je pense que c'est plutôt sur des critères de survie écologique que sur des critères diplomatiques classiques. Donc, je traite ça là-dedans. Enfin, c'est pas traité dans chaque portrait. Quand on fait le portrait de Bismarck, on ne dit pas ça. Mais moi, en conclusion du livre, je dis il n'y aura plus de grands diplomates. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la plupart de ces gens ont construit leur image, leur action, leur légende en 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça n'arrive plus jamais. Les numéros 1, comme on est dans une époque médiatique légèrement hystérique, c'est comme ça, c'est les numéros 1 qui absorbent tout. Toute la lumière. C'est pas vrai qu'en France. Regardez à peu près partout, c'est les numéros 1. Alors, bien sûr, il y a des ministres qui font du travail. À mon avis, on ne peut pas s'en passer, mais en tout cas, les ministres ont moins d'espace. Les ministres des Finances ont beaucoup plus d'importance qu'avant. On est dans l'économie globale,
dérégulé, financiarisé, dollarisé. Il y a des négociations sur la dette sans arrêt. Donc ce n'est pas les affaires étrangères, ça. Vous voyez ? Après, vous avez, dans les systèmes diplomatiques, vous avez les Sherpas. On a inventé le mot pour les sommets des 5, devenus sommets des 7. C'est Giscard et Schmitt qui avaient une très bonne idée. Il y avait une crise économique parce que les Arabes avaient remonté le prix du pétrole, qui d'ailleurs, en effet, était très loin de sa valeur réelle de l'époque. Enfin, il y a une crise. Et donc, ils ont imaginé des rendez-vous de concertation entre les grandes puissances économiques, que occidentales à l'époque. Et donc, il fallait quelqu'un pour prendre des notes. Que vous prenez des notes, là. Et donc, on a délégué des diplomates. Il y avait un diplomate par pays. Et là, on l'a appelé le Sherpa. Comme c'était des sommets, on prend les Sherpas. Vous savez, les Sherpas, c'est la tribu en Himalaya qui est capable de monter à 4000 et quelques. Donc, si vous lisez Tintin au Tibet, c'est le Sherpa, il s'appelle Tarquet, dans Tintin au Tibet. Et il y en a un autre qui est très connu, c'est celui qui avait accompagné Sir Edmund Hillary au sommet de l'Himalaya. Bon, donc il y a des Sherpas. Ça devient le G7. Et c'est disons, ils ne décident pas, mais enfin, c'est le lieu dans lequel les dirigeants du monde papotent un peu sur tout. Donc les ministres étrangères, en principe, n'y sont pas. Il y a un sommet des 7 des ministres. Mais c'est pas pareil. D'abord, c'est pas un sommet, puisque c'est les ministres. Donc il y a plein d'autres entités. Les Sherpas, les sommets, les représentants permanents. Dans le système diplomatique, bon, il y a les ambassadeurs, évidemment, dont certains tout à fait importants, mais il y a le représentant permanent, par exemple de la France et des autres, à New York, pour l'ONU, à Bruxelles, pour l'Union européenne, à l'OTAN. Alors évidemment, ils dépendent du ministre en théorie, mais ils sont bombardés d'instructions par tout le monde, et par le président, par le Premier ministre. Donc le ministre des Affaires étrangères, je partais de là, pour redevenir un personnage comme avant. Il faudrait vraiment qu'il soit là très longtemps, avec un patron qui le laisse agir, et qu'il arrive à dompter tout le système dingo des réseaux pour imposer une vraie politique. Alors maintenant, dans ces métiers, il faut faire 2 métiers en même temps. Si vous êtes dans ces postes, celui que j'ai occupé pendant 5 ans, hein, dans l'époque Chirac-Jospin, où j'étais le vrai patron, parce que c'était une cohabitation. Donc c'est moi qui faisais la synthèse, en fait. Donc j'étais chef de la diplomatie. Que vous entendez parler des chefs de la diplomatie, c'est pas vrai, en fait. La plupart des ministres dans le monde, ils sont sous-chefs. Ils ne sont pas chefs, parce qu'ils ont tout un espèce de système au-dessus. Alors donc, il reste peu de place pour les ministres des Affaires étrangères, sauf s'ils sont très très bons, avec un patron qui joue cette carte, et qui sont là pendant longtemps. Mais le paradoxe, c'est qu'on est dans un monde interdépendant. On ne sait pas si la mondialisation va finalement être mieux régulée, mieux gérée, ou pas du tout, ou être conflictuelle. Mais en tout cas, on va négocier sans arrêt, sur tous les sujets. Je ne parle même pas des grands sujets. Je ne parle même pas du cessez-le-feu que les Américains essaient d'obtenir du Hamas et de Netanyahou. Ça, c'est de la négociation, et au sens classique. Impossible, mais classique. Je ne parle même pas des négociations européennes classiques aussi. Vous avez des négociations techniques très compliquées sur l'espace, sur les vaccins, sans arrêt. Donc on est dans un monde où il faut négocier sans arrêt. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Alors les diplomates, normalement, c'est leur job. Bon, ils n'y arrivent pas tous très bien, mais enfin, ils connaissent le job quand même. Quand vous êtes dans un monde où l'opinion est surexcitée par des trucs qui n'ont rien à voir. Donc il faut avoir en tête qui vous représentez. Votre pays, quel est le but pour votre pays? L'objectif à long terme. Que votre pays reste maître de son destin, fondamentalement. Donc il faut avoir une vision historique. Et vous êtes dans un monde où les gens sont surexcités par une nouvelle qui est arrivée 10 minutes avant, qui ne change rien. Il y en aura une autre dans une demi-heure, une autre demain matin. Donc il faut faire les 2 jobs. Bon, c'est pas évident, vous voyez. Et donc, moi je pense que la négociation doit être enseignée, apprise à tous les ministres, à tous les chefs d'entreprise. Parce que même quand vous savez quel est votre objectif,
vous devez savoir sur quoi vous pouvez faire un compromis ou pas. Sinon, vous ne pouvez pas négocier. Il faut savoir, le gars qui est en face ou la fille qui est en face, est-ce qu'elle peut faire un compromis? À quel moment? Vous voyez, c'est l'art de la négociation. Alors en plus, vous êtes dans une époque qui adore la transparence. Normalement, il faut tout dire. Alors, évidemment, je suis un démocrate. Il faut évidemment rendre compte. Il faut expliquer à l'arrivée. Mais si vous rendez public chaque position à la première minute, c'est terminé. Il n'y a pas de négociation. Le jour où on a réveillé, enfin, sur le Proche-Orient, la négociation sur l'État palestinien, qui est la seule solution. Il y a des scénarios monstrueux où les Palestiniens sont anéantis ou les Israéliens, mais la seule solution, comme le disait le camp de la paix à l'époque de Rabin, c'est un État. Un État. Il faut que la majorité d'Israéliens se résigne à l'État palestinien et que la majorité des Arabes se résigne à Israël. Ce qu'avaient compris des géants que j'ai connus, moi, il y a 20 ou 30 ans, Rabin, Yitzhak Rabin, assassiné par un extrémiste israélien, comme Sadat avait été assassiné par un islamiste égyptien. Et après, il y a eu Shimon Peres, Ehud Olmert, Ehud Barak, et même Sharon à la fin. Sharon, ultranationaliste au début. Et finalement, il avait évacué Gaza. Et plus courageux encore, il avait quitté le Likoud. Parce que le but du Likoud, c'est qu'il n'y ait jamais d'État palestinien. Netanyahou le dit sans arrêt, donc c'est tout à fait clair. Donc, je cite, c'est un détour, je voulais dire que quand la négociation recommencera, inévitablement, si les deux scénarios atroces ne sont pas produits, si vous mettez sur la table le compromis, vous êtes mort. Vous êtes un négociateur palestinien, vous ne pouvez pas le dire en fait. Vous êtes un négociateur israélien, vous ne pouvez pas le dire. Sinon, vous finirez comme Rabin le lendemain matin. Donc il y a des moments où la demande de transparence, qui est compréhensible, qui est légitime par rapport au passé, mais c'est une question de timing. Et même démocratiquement, il faut accepter que des négociations compliquées puissent démarrer, se développer, échouer, ou être conclues. Là, il faut rendre compte. C'est normal qu'on informe énormément à ce moment-là. Dans les négociations d'entreprise, les grandes entreprises dans le monde, elles ne font pas que du mal, il y en a qui sont très très utiles. Prenez même des entreprises très utiles dans des domaines de santé ou autres. Quand elles négocient, c'est totalement secret en fait. Si elles mettent les données sur la table, elles sont mortes. Donc il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'accord en fait. Donc moi je plaide pour une réhabilitation modérée, raisonnable, réaliste de la négociation sérieuse et donc du secret professionnel à un certain temps. Tout le monde peut comprendre le secret professionnel. Pensez à votre banquier, à votre médecin. Bon, tout le monde peut comprendre ça. Mais moi j'ajoute l'élément temps, timing. Donc voilà pour le Proche-Orient dont j'ai parlé à cette occasion. Pour moi c'est un vrai crève-cœur parce que j'ai passé les 3/4 de ma vie dans le pouvoir, mais une grande partie sur le Proche-Orient. Et j'ai connu des moments où on pensait pouvoir y arriver, en fait. Le moment le plus... D'abord, quand Mitterrand avait eu l'audace dingue, c'était un pro-israélien classique, quand il avait compris avant tout le monde qu'il fallait, pour la sécurité d'Israël, qu'il y ait aujourd'hui un État palestinien, il a dit en mars 82. Mars 82. Alors, Begin, qui était le patron du Likoud, qui avait d'ailleurs, disons, réunifié... Non, c'était Begin encore. C'est lui qui avait créé le Likoud. Donc jamais d'État palestinien. Il se lève après. Et il dit à Mitterrand, la seule chose qui empêche une amitié sincère entre la France et nous, c'est votre position. Et d'ailleurs, alors George Bush le père, il y a eu 2 présidents Bush. Il y en a un qui est très bien, George Bush le père. Il a appelé Mitterrand et lui a dit « Je suis d'accord avec vous. Vous avez 100 fois raison. Il faut obliger nos amis israéliens à reconnaître par réalisme, blablabla. Bla. Bon, enfin, ils n'ont jamais pu. Et d'ailleurs, Obama, dans ses mémoires, tellement séduisant, mais tellement hésitant, en fait. Obama n'a rien fait.
Il consacre 30 pages des mémoires à expliquer pourquoi il n'a rien fait. Il savait très bien que Israël est de plus en plus à l'extrême droite, depuis les Juifs russes. Donc il y a des partis politiques en Israël qui raisonnent comme les Américains dans les guerres indiennes. Il faut les déporter en masse, ils le disent publiquement. Il y a notamment 2 chefs de parti qui veulent mettre à feu et à sang la Cisjordanie pour l'annexer. Bon. Donc, mais avant, même Netanyahou au début, cherchait une sorte de compromis. Donc moi j'ai vécu tous ces éléments. Donc, il y a 2-3 moments où on s'est dit, là on va y arriver. À la fin de Clinton, 2e mandat, alors Clinton était quand même prudent, parce qu'en Amérique le sujet est explosif. Il a attendu la fin du 2e mandat. Mais il a fait une réunion à Camp David. À l'époque, le Premier ministre était Ehud Barak, un travailliste. Un homme très bien, un ancien général, ultra décoré, tout ça. Il appelle Clinton, il dit « Bill, il faut vraiment que tu convoques ce salaud d'Arafat à Camp David pour l'obliger à faire un accord. Parce que si j'ai pas de résultat, je vais être balayé par Sharon aux élections du mois de mars. » Alors Clinton lui dit écoute, c'est très compliqué quand même, c'est pas évident, comment tordre le bras d'Arafat, et puis toi tu seras pas suivi en Israël, blablabla. Et donc Ehud Barak insiste énormément. Clinton, alors je savais tout par Albright, j'étais très copain avec Madeleine Albright, le secrétaire d'État de Clinton, qui m'appelait, c'est une histoire dingue, 1 fois par semaine. Donc je raconterai ça un jour, c'est incroyable. Et puis elle parlait assez bien français, elle adorait parler français. Bon, j'avais eu un malentendu avec elle au début, parce que j'avais dit à l'Assemblée nationale, il faut parfois être un petit peu démago, j'avais parlé d'hyperpuissance, vous voyez. Hyperpuissance. Elle m'avait appelé pour m'engueuler. Parce qu'en anglais, hyper est péjoratif. Et que péjoratif, vous savez, hypertension, tout ça. Alors que je dis, mais Madeleine, tu comprends le français, il y a supermarché, hypermarché. C'est beaucoup plus gros. Bon, ça s'était calmé, elle m'avait dit, à l'avenir, je dirais que je suis hyper Madeleine, blabla, tout ça. Alors, Madeleine était mêlée à toutes ces histoires du Proche-Orient, et j'ai bien connu le déroulement de Camp David, et j'ai bien connu les discussions entre Clinton et Ehud Barak et Arafat. Alors, à la fin, comme Barak harcèle Clinton, il appelle Arafat. Il dit, Chairman Arafat, je vous invite à une réunion à Camp David. Vous savez, c'est leur maison de campagne à Camp David. Et Arafat, il dit, je ne veux pas venir, c'est tous des salauds, notamment Barak. Et comme je croyais que vous étiez en meilleur terme avec Barak qu'avec Netanyahou. Il dit, non, même ce salaud de Netanyahou, c'est le langage de l'époque, même ce salaud de Netanyahou a respecté les accords d'Hébron, alors que Barak ne les applique pas. Donc je me méfie de Barak, je ne veux pas venir. Alors l'autre insiste, on a besoin de vous. Non, je ne veux pas venir, parce que ça ne va pas marcher, et on va dire que c'est de ma faute. Non, Chairman Arafat, je vous jure qu'on ne dira jamais que c'est de votre faute. Bon, à la fin, il arrive, la négociation fonctionne très mal. J'étais très copain avec le ministre israélien, Shlomo Ben-Ami, qui est originaire de Tanger, qui m'appelait tous les 2 jours. Il me disait, ça se passe très mal parce que Barak est odieux avec Arafat. Alors pour plein d'Israéliens, Arafat c'est un salaud terroriste, etc. Mais Rabin avait tourné la page. Hein. Il avait annulé la loi qui interdisait de parler à l'OLP. L'OLP de l'époque, je ne dis pas que c'est comme le Hamas d'aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait des lois. Donc Rabin avait annulé les lois pour parler, pour négocier. Alors dans Camp David, Barak était là à sa demande. Clinton n'était pas là, il était là au début. Et Barak voulait même pas serrer la main d'Arafat. Il faisait comme ça quand Arafat passait à côté. Donc Shlomo Ben-Ami, ministre de Barak, le ministre israélien, il me dit, il se conduit comme un enfant, c'est débile. Si on fait la réunion, c'est pour discuter. Bon, ça tourne en rond, ça marche pas bien. Clinton doit quitter Camp David pour aller à un sommet des 7 à Tokyo. Et il confie le truc à Madeleine qui ne peut pas contrôler des premiers ministres, tout ça. Bon. Donc ça dure quelques jours, il s'agit comme des dingues, et ça ne marche pas. J'étais obligé de dire non, parce que je ne savais pas quelle était la proposition de Barak, qui changeait tous les jours.
Donc j'avais pas confiance. Donc j'ai attendu. Ça s'est jamais stabilisé. Alors toute la machinerie américaine, Israël se rue sur la déclaration, c'est Arafat qui a dit non. Donc c'est un terroriste qui n'a pas changé, c'est un salaud, blablabla. Bon. Alors, 3 mois après, Madeleine a essayé de rassembler les trucs à Paris. Parce qu'avoir la paix au Proche-Orient, ça serait génial quand même, hein, franchement. Et donc il y a une réunion à Paris à laquelle j'étais associé, par amitié, par Madeleine, et ça marchait assez bien. On revenait sur les discussions. Il y avait un plan jouable, hein. Mais au dernier moment, Chirac. Alors je me suis bien entendu avec Chirac qui m'adorait, mais enfin bon, Madeleine non. Mais Chirac veut être vu à la télé. Il dit il ne peut pas y avoir une réunion importante à Paris sans que j'y sois. Donc il convoque tout le monde. Et ils y vont en faisant la gueule, mais ils n'ont pas le choix, c'est le président, on est à Paris, tout ça. Donc il y a des images pour le journal télévisé où ils disent rien. Et Arafat, qui est quand même vachement la trouille de donner l'accord final au compromis possible, de peur d'être assassiné lui aussi, il en profite pour fiche le camp après. Donc après l'Élysée, on dit bon, on se retrouve tous à l'ambassade des États-Unis, et Arafat fiche le camp. Bon, donc ça a échoué. Alors après Clinton, c'est George W. Bush qui est élu, qui n'a pas d'idée sur le sujet, mais il a une conseillère, Madame Rice, Condoleezza Rice, qui est une prof très connue, qui est ultra likoud. Donc en gros, il ne faut pas d'État palestinien, aucun compromis, si un État ce sera un danger, blablabla. Donc le contraire exact du raisonnement de Rabin. Je rappelle que Rabin avait conclu que c'était trop dangereux pour les Israéliens de ne pas avoir l'État palestinien. C'était pas du tout par amitié pour les Palestiniens, hein. Donc c'était pas du tout par sentiment de générosité chrétienne à la sauce israélienne. Bon, donc ça ne marche pas. Et il y a eu une réunion surréaliste fin janvier, mais Bush est déjà à la Maison-Blanche, George W., le fils, déjà donc avec sa conseillère qui veut casser toute tentative de négociation. Et Barack, dans les sondages, on voit qu'il va être balayé par Sharon, ce qui sera le cas après. Sharon qui sera très dur au début et très courageux à la fin. Mais entre-temps, il y a une réunion à Taba. Taba, c'est un bled de Jordanie sur la mer Rouge. Enfin, un bled, c'est une station balnéaire. Et à côté, en face d'Elat, vous voyez. Et il y a une négociation incroyable qui a quasiment tout réglé. Tout réglé, donc il y avait les frontières, les échanges de territoire, l'essentiel des colons qui ne sont pas des violents, l'essentiel. Il y a un noyau dingue violent, hein, dans les colons, où les gens du camp de la paix en Israël disent ce sont nos fascistes. Je parle des colons. C'est les gars qui détournent l'eau des fermes israéliennes, qui arrachent les oliviers, tout ça. Bon. Mais il y a, disons, 600 000 colons. Les violents, ils sont 15 000, en gros, mais ils sont dans les points chauds de Cisjordanie. Mais sur tous les sujets, le statut les étapes, le statut de l'État palestinien, pas le retour, et c'est pas possible, c'est pas gérable, mais une sorte d'énorme indemnisation du retour des gens qui sont depuis 2 ou 3 générations au Liban, en Jordanie, etc. Le Jérusalem-Est, des éléments de coopération, de sécurité, la mer morte, tous les trucs. Il y avait énormément d'éléments. Et ça a été balayé parce que ça n'a pas été signé, parce que les gens qui étaient là, c'était l'ancienne équipe de Clinton, donc écartée par Bush, l'équipe de Barack qui allait être balayée par Sharon. Vous voyez ? Donc, mais pour moi qui ai vécu ça, j'en parlais que un peu de passion. Moi qui ai vécu ça de l'intérieur, c'est le moment le plus proche, en fait. Alors, il y a encore maintenant, après les horreurs de l'attaque du Hamas, attaque terroriste, même si c'est pas que terroriste, parce que c'est un immense mouvement politique par ailleurs. En plus, on se dirait, pour les Israéliens, c'était tellement monstrueux qu'il devait y avoir 0 défenseur de l'État palestinien. Et en réalité, en janvier ou février, il y a un sondage incroyable où il y avait 30%, pas 0%, 30% des Israéliens, après les attaques du Hamas, qui étaient pour un État. Bon, donc il y a un élément d'espoir, et d'ailleurs, dès le lendemain même, Biden en avance sur les Européens,
il a dit qu'il faut retrouver une voie vers un État palestinien. Évidemment, il faut gérer Gaza, réussir à avoir une trêve, mais Netanyahou ne veut pas de trêve et le Hamas non plus. Parce que la poursuite de la guerre les arrange, en fait. C'est ça qui est horrible. Enfin, un jour ou l'autre, il y aura une autre configuration. Il faut le souhaiter, et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il y a le scénario épouvantable où Israël se prend une vraie bombe sur la tête, un jour, d'un pays islamique radical, on va dire. Et il y a le scénario où ils arrivent à expulser 2 millions de Palestiniens qui débarquent en Égypte ou en Jordanie. Ça renverse les régimes. Donc il y a des scénarios, mais il y a une solution. La solution, c'est le double État. Alors, ce qui est bien fâcheux, c'est que depuis une quinzaine d'années, depuis que Netanyahou a pris le pouvoir, enfin, il était élu, hein, pris le pouvoir normalement, Netanyahou, il a dit avec moi, jamais d'État palestinien. Vous n'avez jamais vu une manif là-dessus? Jamais. Même le CRIF, qui représente les organisations juives en France, qui était formidable à l'époque de Théo Klein, à l'origine. Puis il y a John Berg, formidable. Après, ils n'ont jamais osé s'engager si on les jugeait trop sensibles, en fait. Donc il faut garder une sorte d'espoir d'un processus qui ne serait pas le scénario extrême. A priori, Trump, si c'était lui, il va balayer tout ça, mais comme il est imprévisible, il n'est même pas sûr qu'il fasse ce qu'il a dit, en fait. Donc même quand il annonce des choses terrifiantes, on n'est pas sûr qu'il le fera. Et maintenant, on n'est pas sûr que je sois lui. Parce qu'avec le retrait de Biden, courageux, Madame Harris, c'est revenu à 50-50, quoi, en gros. Bon, on ne sait pas, il faut se préparer aux deux hypothèses. Voilà pour le Proche-Orient. Mais c'est la clé, donc il ne faut pas perdre de temps sur les questions annexes, négociations, la trêve, bien sûr, il faudrait une trêve et sauver les derniers otages qui ont survécu, bien sûr. Mais le gouvernement israélien ne veut pas. Parce que la trêve, ça veut dire reconnaître une autorité palestinienne. À Gaza, ils ne veulent pas. Puisque depuis 15 ans, ils sont en lutte contre ça. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, compte tenu de mon investissement dans l'affaire, c'est que dans les dernières années, quand un ministre européen, français ou belge, n'importe qui, disait, mais gens poliment, il y a peut-être quand même un État palestinien, un problème palestinien réglé, peut-être. Donc lui disait, vous êtes un antisémite. Et aussitôt, il passait sous la table. Donc tous les dirigeants européens depuis 15 ans, depuis Netanyahou, ils passent sous la table en disant, oui, c'est vrai, on a un passé horrible, blablabla, tout ça. Alors que jamais les gens du camp de la paix n'emploient ces arguments. Rabin, Pérez, etc., dont j'ai parlé tout à l'heure, jamais ils parlaient d'antisémitisme en Europe. Jamais. Il peut y en avoir. Il est essentiellement islamiste d'ailleurs, mais c'est pas le sujet, ils s'en foutent. Et quand ils cherchent une solution, ils n'ont pas besoin de neutraliser les diplomaties européennes. Ce que j'ai un peu dur, mais il y a tout le camp de la paix israélien dit ça tous les jours. Hein. Vous avez ça dans Haaretz, le journal israélien, vous avez ça, toutes les ONG le disent tout le temps, etc. Bon, voilà, c'est un tableau brutal, mais pas complètement fermé, en raison de l'ouverture courageuse quand même de certains Israéliens. Mais il faudrait que Netanyahou soit écarté. Alors, il y a une majorité qui tient un peu, hein, très peu, mais il a rassemblé tous les partis extrémistes, alors soit nationalistes, soit messianiques, soit sionistes religieux, bon. Alors chacun a trois sièges, mais il faut 61 députés à la Knesset. Il doit avoir 63 ou 4. Il suffirait qu'un des partis décroche. Par exemple, il y en a un qui est furieux, puisque la Cour constitutionnelle a annulé le privilège donné aux ultras orthodoxes religieux, donné par Ben Gurion à l'origine, de ne pas faire le service militaire. Donc, comme ça dure 2-3 ans, c'est pas mal, vous voyez. Alors la Cour suprême a annulé ça. Donc il y a une espèce d'énorme crise, mais qui n'est pas sur la question essentielle, qui n'est pas sur la paix, qui est sur la question du soutien par ce petit parti radical. Bon, un mot sur vous entendez quand même, ou pas? Et vous comprenez? Un mot sur l'Ukraine.
Alors, j'ai fait partie, moi, des réalistes à l'ancienne, hein, notamment américains, qui pensent que l'Occident a commis beaucoup d'erreurs au début. C'est ce que pensait Kissinger, Brzezinski, et plein de réalistes pas connus du grand public, mais très importants, comme Mearsheimer. Quand on parle d'Ukraine, on raisonne sur 30 ans. Hein. On ne parle pas des 3 dernières années. L'Union soviétique s'est effondrée en 91. Donc il n'y a plus d'URSS. Donc il y a l'Ukraine, la Biélorussie, blablabla, tout ça. Ça, c'est Yeltsin qui a eu la peau de l'URSS, qui voulait être président de la Russie. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, les Américains disent on a gagné, on est les patrons du monde, hyperpuissance, on fait ce qu'on veut. Et s'il y a des pays idiots qui n'ont pas compris, on va les sermonner, sanctionner, éventuellement bombarder, si on est obligé. Bon. Et les Européens disent c'est merveilleux, on est dans la communauté internationale où nos valeurs universelles vont rayonner. Oui, le clivage entre les deux. Les Européens sont des braves gens, en gros, aujourd'hui, mais ça ne marche pas exactement comme ça. Voilà. Alors donc, il y a la période où les Américains, en gros, ils se sont dit on a gagné, le reste du monde, on s'en fiche complètement. Et on ne va pas s'occuper les Israéliens, les Palestiniens, les Ukrainiens, les machins, on s'en fiche. C'est ce que j'appelle la désinvolture olympienne. Alors que les anti-américains, ils dénoncent toujours l'impérialisme américain. Vous voyez, c'est automatique. Les gens qui étaient un peu communistes quand ils étaient jeunes, bon, c'est un automatisme idiot parce qu'on n'est pas du tout devant un cadre d'impérialisme. On est dans un cadre d'abandon, en fait. Alors, quand les vrais grands réalistes d'avant, genre Kissinger et Brzezinski, qui avaient combattu l'URSS toute leur vie, disaient il faut que l'Ukraine soit indépendante, mais il faut qu'elle soit neutre, pas dans l'OTAN. Il faut qu'il y ait un statut spécial pour la Crimée, qui n'est pas plus russe que ukrainienne d'ailleurs, bon, statut spécial. Un statut spécial pour le Donbass, et un pays neutre, ni dans l'OTAN, ni dans le pacte de Varsovie. Les présidents américains de la décennie hyperpuissance ont dit mais on s'en fiche, Kissinger a 120 ans, on s'en fiche. Bon. Donc les plans de Kissinger et de Brzezinski n'ont pas été retenus. Moi je pense qu'ils avaient raison, en fait. Et alors Kissinger a continué, jusqu'à sa mort il y a 1 an et demi, là, il a dit on a eu tort de ne pas intégrer la Russie dans un ensemble de sécurité. Je ne parle pas d'il y a 2 ans, c'était trop tard, hein, pas au début. On a eu tort, pas du tout par amour de l'URSS, ni des Russes, ni de Poutine. Personne n'aime Poutine. On a eu tort pour des raisons de sécurité. Bon, donc je suis d'un avis minoritaire. Si vous écoutez BFM, LCI, machin, vous n'entendrez jamais ça. Hein. Jamais. L'information continue vous déroule toute la journée l'inverse. Donc la thèse polonaise, en gros. Donc il y a plein de gens en Europe de l'Est, pays baltes, polonais ou autres, qui disent mais c'est pas suffisant. Il faut faire la guerre à la Russie. Comme Hitler et Napoléon ont essayé, vous voyez, à Moscou. Il y a vraiment des Polonais qui disent ça. Et Biden dit non. On les aide, on rétablit l'équilibre. Quand il y a un risque comme ils ont fait, il y a eu l'accord sur les avions F-16, par exemple, vous voyez. Donc c'est ça l'idée. Donc aujourd'hui, donc j'ai parlé d'une controverse historique, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, parce que même si on avait appliqué une autre politique, à mon avis, qui était aussi celle de Mitterrand, de Kohl, de Delors, etc., on n'en serait pas là. Donc le débat est complètement différent. Étant donné que ça n'a pas été essayé, ça n'a pas marché, on a une situation différente. Est-ce que l'Ukraine peut gagner? Je ne connais aucun expert militaire qui le croit, notamment aux États-Unis. Il peut y avoir des Polonais par, disons, solidarité avec l'Ukraine qui le disent, mais ils ne le croient pas techniquement. La Crimée, non, c'est absurde. D'ailleurs, même il y a 1 an et demi, quand on croyait que l'Ukraine allait gagner, le chef d'état-major américain disait publiquement qu'il ne soutiendrait pas la conquête, l'attaque sur la Crimée. C'est la Crimée. Il y a 1 an et demi. Mais ils ne laisseront pas Poutine gagner. Alors, est-ce que Poutine peut gagner? Je ne crois pas qu'il puisse d'abord son armée, quand même. Il s'est totalement trompé sur son armée, sur l'Ukraine, sur l'Europe, sur l'OTAN, enfin sur tout. Et il a une armée qui, évidemment, il a des réserves sans fin, parce qu'ils enrôlent tous les pauvres gars d'Asie centrale et de Sibérie, tout ça.
il les envoie au front, donc il y a plein de gens. Beaucoup plus qu'en Ukraine, qui est saignée à blanc sur le plan démographique. Mais en termes techniques, son armée, oui bien, elle est mauvaise en fait. Ils ont raté au début. Dans le Donbass, ils gagnent 1 kilomètre. Ils en perdent 2 le lendemain. Après, ils en gagnent 5. Ils en reperdent 2. Bon. Donc, mon pronostic, alors je peux me tromper complètement, parce qu'il y a plein d'éléments. Je ne suis pas en fonction, donc je n'ai pas 1000 documents secrets par jour sur les choses. C'est uniquement du raisonnement historique. Mais aujourd'hui, je mets en tête l'hypothèse d'un gel. Au bout d'un moment, ça s'épuise. Ça s'épuise. Alors, si c'est Trump, ça peut encore être Trump. Hein. N'oubliez pas. Si c'est Trump qui l'a annoncé, il règle tout en 24 heures. Alors après, il dit, ça sera réglé entre mon élection, le 2-3 novembre, et l'entrée à la Maison-Blanche, le 21 janvier. Bon, en réalité, il dirait à Zelensky, les gars, faut arrêter parce qu'il n'y a plus d'argent. Et donc, il n'y a plus de munitions, etc. Donc, tenez bon, mais on ne peut pas réattaquer. Mais je pense qu'il aurait involé Poutine. Parce que Trump, il n'est pas isolationniste, en fait. Il ne veut pas dire, il y a l'Amérique, le reste, je m'en fiche. Il veut dominer le monde, comme tous les Américains, mais sans avoir à faire la guerre sans arrêt. Il se vantait d'être le président, depuis je sais pas quand, sur lequel il n'y avait pas eu de guerre, pas de nouvelle guerre. Donc il est tout à fait capable de dire à Zelensky, il faut que tu t'arrêtes, et à Poutine, si tu réattaques, je te détruis ta flotte. Ou je détruis 15 bases russes. Donc je pense, disons, ce qui se dit dans les think tanks à Washington, plutôt républicains, c'est qu'évidemment, il ne laissera pas Poutine gagner. Sinon l'Amérique n'est plus numéro 1. Vous voyez, on n'est pas dans les sentiments. S'il faisait l'erreur de laisser Poutine gagner jusqu'à Kiev, du point de vue des Chinois, il est mort. Or, les Américains, ils veulent bloquer la Chine. Le seul élément commun entre les démocrates et les républicains, c'est quasiment 2 pays en guerre civile. Hein. Le seul élément commun, c'est bloquer la Chine. Donc Trump ne peut pas faire ça. Bon, et même si c'est Madame Harris, elle dira des tas de trucs vachement sympas, très démocrates, mais au bout d'un moment, elle dira « je suis désolé, mais on n'arrivera jamais à faire voter un deuxième plan à 61 milliards, c'est impossible ». D'ailleurs, Zelensky le sait. Vous avez vu qu'il commence à parler d'une négociation avec les Russes. Alors tous les journalistes en France, pro-ukrainiens à 200%, écrivent tous les jours « jamais de négociation ». Il faudra qu'ils s'adaptent à l'Ukraine, en fait. Bon, d'autre part, vous avez vu l'Indien, le Premier ministre indien qui en a rien affiché, en fait, de tout ça. Il va voir les Russes et les Ukrainiens. Parce que si un gel, au début, il n'y a pas de négociation. Je ne vous dis pas de négociation, hein. Je dis gel. Pour qu'il y ait une négociation, il n'y a pas de négociation directe, c'est pas possible. Poutine n'a pas intérêt, et l'Ukraine a trop souffert. Du point de vue ukrainien, c'est trop dégueulasse ce qu'ils ont vécu. Donc ils ne peuvent pas négocier avec Poutine. Donc il y aurait les Turcs, les Indiens, les Chinois qui ont fait un plan. Un peu tout le monde. Alors pas l'Europe de l'Ouest, parce que nous on est dans le camp ukrainien. Dans le camp ukrainien, disons d'avant. Avant même que Zelensky imagine des compromis. Donc on ne peut pas jouer un rôle en fait. On s'est mis en position de ne pas pouvoir jouer un rôle, au début. Après, il y a des rôles à jouer, puisqu'il faudra évidemment un jour reconstruire l'Ukraine, déminer, reconstruire, etc., etc. Bon, c'est le scénario que j'ai mis en tête, mais je peux me tromper complètement, et il peut y avoir des surprises sur le terrain. Sur le terrain, mais dans la ligne américaine, je ne crois pas que ça puisse être trop différent. Alors après, il restera plein d'autres questions. Qu'est-ce qu'on fait pour l'Ukraine? Est-ce qu'on la met vraiment dans l'Europe? Il y a 10 pays qui sont dans la salle d'attente depuis 10 ou 15 ans. Donc on a une révolution dans les Balkans. Là. Et les pays diraient vous voulez pas de nous, on est là depuis 15 ans, eh bien on abandonne l'Europe et on va faire alliance avec les Turcs, les Saoudiens, les Chinois, machin. Alors si l'Union fait rentrer une douzaine de pays, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a appelé l'Union européenne. Déjà, ça n'a plus rien à voir, mais aujourd'hui. Mais je parle de demain.
Moi, j'ai connu l'époque où l'Europe était gouvernée par Kohl et Mitterrand, et Delors, choisi par Kohl et Mitterrand. Et le deuxième jour du Conseil européen, au petit déjeuner, Kohl et Mitterrand et les collaborateurs, j'ai participé, moi, 115 rencontres Kohl et Mitterrand. Et je peux me faire imaginer plusieurs heures quand j'ai retrouvé ma voix sur Kohl et Mitterrand. Bon, bref, le deuxième jour du Conseil européen, il prenait les propositions de conclusion préparées dans la nuit par Delors et il disait le point, ouais, ça va, pas de problème, le 2, ça va, le 3, non, j'ai un problème, là, il faut changer ça. Là, Helmut disait à François, vous êtes très ami avec González, il faudrait lui dire un mot là-dessus. Ok, très bien. Ensuite, là, il y a un point allemand. Bon, Helmut voulait bien parler aux Danois. Bon. Et en fait, les conclusions étaient faites par Kohl et Mitterrand. Et alors aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, mais depuis très très longtemps. C'est pas lié aux personnes. Hein. Il y a eu des dirigeants allemands ou français qui étaient capables, d'autres moins, mais c'est une évolution systémique en fait. Mais pas pour l'instant. Bon, donc il y aura à reconstruire l'Ukraine, à gérer la question de l'élargissement. Alors, les fédéralistes, moi, je suis très pro-européen, j'ai signé des traités, mais je ne suis pas fédéraliste. J'ai jamais été pour que la France disparaisse dans un magma européen. Hein. Mitterrand n'était pas à Kohl non plus, Delors non plus. Parce qu'elle l'a mis, oui, mais pas Delors, en fait. Donc, mais certains disent que on va s'élargir et que plus rien ne va fonctionner. En fait, il faut réformer. Réformer, c'est-à-dire abandonner l'unanimité. Ça veut dire passer au vote à la majorité. Alors là, il faut que les Français comprennent bien qu'au vote à la majorité, dans l'Europe à 27, encore plus à 35, il n'y a plus aucune position française qui soit majoritaire. Alors, un vrai militant européen sincère peut dire « moi je crois dans l'Europe, il faut passer par là ». Et donc j'accepte le passage. On va perdre sur certains éléments, mais ça vaut le coup pour des raisons historiques. Si on pense qu'il faut équilibrer les intérêts vitaux du pays, et d'autre part la vision européenne, on ne peut pas lâcher ça. Donc il peut y avoir une bataille énorme qui n'a pas de rapport avec l'Ukraine. Mais donc élargissement, réforme. Parce que tous les éléments qui représentent la France à tort ou à raison, parce qu'il y a plein de choses qui sont des anti-modèles pour les autres, hein, sur le plan culturel, social, tout ça. Mais en tout cas, les Français y tiennent, en pratique. Donc ça disparaît dans le vote à la majorité, en 5-6 ans. Vous voyez, il y a plein de problèmes derrière l'Ukraine. Alors à un moment donné, on va se dire, est-ce qu'il faut reparler à Poutine? Ah non, dégueulasse, Hitler et tout ça. Bon. Donc il y aura une réaction violentissime. Mais s'il est encore là très longtemps, il faut plusieurs années, hein. C'est pas l'an prochain. Il y aura des Américains, pas des Européens, il y a des Américains ou des Allemands pour dire on n'a pas le choix, c'est un horrible type, il est hyper responsable, mais il y a tellement d'intérêts communs en jeu. Si on veut redétacher la Russie de la Chine, puisque notre politique bien intentionnée, moraliste, mais maladroite, a rapproché la Russie et la Chine, si on veut récupérer ça, il faut lui parler. Donc ça peut arriver dans quelques années, s'il est là très longtemps. S'il était assassiné demain matin, il n'y a pas d'information non plus. Hein. Il y a de temps en temps des spécialistes de la Russie qui m'appellent pour me dire « il faut que tu sois au courant du complot en cours ». Donc ça fait déjà 3 fois qu'on me raconte le complot en cours contre Poutine. Bon, qui n'a pas abouti pour le moment. Je dis « mais si tu m'en parles au téléphone, Poutine doit être au courant. » Oui, mais il est déjà neutralisé. Bon, si Poutine est assassiné, il y aura un général, je ne sais pas quoi, un Tartampion, un maréchal, et l'Occident dira c'est pas que Poutine, c'est la Russie, on ne veut pas le voir, on ne veut pas parler, et au bout d'un moment, alors donc plus vite que dans l'hypothèse d'avant, des gens diront il faut quand même lui parler. Ça va être une conversation répugnante, mais on va lui parler quand même. Vous voyez ? Et puis il y a l'hypothèse où il est toujours là, et la coupure s'est installée, personne ne parle, et ça dure comme ça. Et la Russie est enfermée dans son monde.
dépendant de plus en plus de la Chine, ce qui épouvante les Russes. Enfin, beaucoup de Russes en fichent le camp. Hein. Les Russes vraiment très modernistes, très à l'européenne, il y a 1 ou 2 millions qui sont partis. Ils sont partis dans les pays à côté, genre Arménie, où il n'y a pas besoin de visa. Donc dès le début, ils sont partis en Arménie ou ailleurs, et après ils vont plus loin. Donc j'ai pas de scénario extraordinaire. Je n'exclus pas que le gel auquel je m'attends en 2025 débouche sur une sorte de situation intermédiaire, parrainée par les pays que j'ai cités, dans lequel il y aurait un cessez-le-feu, mais pas plus au début. Alors peut-être aussi des échanges de prisonniers. Bon, déjà, les gens en mourraient moins. Donc c'est un processus long. Hein. On m'a dit qu'il fallait absolument que je parle de l'actualité. Et comme je ne sais rien sur le futur Premier ministre, voilà.